Eh bien, écoutez, ravi de vous accueillir sur ce meet-up Tech Rocks dédié au sujet de la santé mentale. Et c'est un sujet qui intéresse énormément. On en parle surtout beaucoup depuis les différents confinements qu'on a pu avoir liés au Covid. Vous êtes très nombreux ce midi et surtout d'entreprises très différentes. Donc, ça témoigne du fait que c'est un sujet qui concerne tout le monde, de près ou de loin. Ça tombe très, très bien. Ce midi, on a deux speakers qui vont être très complémentaires pour parler de ce sujet. Tout d'abord, Noémie Guérin, qui a travaillé de très nombreuses années dans différentes structures, aussi bien publiques que privées, autour du domaine de la prévention des risques professionnels en général et des troubles psychosociaux en particulier, et qui est maintenant la directrice et fondatrice de Santé du Dirigeant, qui est un cabinet de conseil de formation spécialisé sur la gestion des troubles psychosociaux. Elle nous partagera du coup, elle, son expertise du domaine. Et nous aurons également le plaisir d'entendre Eric Pantera, qui a une très longue expérience de leader technique dans l'écosystème tech français, en particulier chez Octo Technologies, puis Viadeo, où nous nous sommes d'ailleurs rencontrés. Eric, on a eu l'occasion de travailler ensemble un petit peu là-bas quelques temps. Et puis, plus tard, tu as pris la responsabilité de CTO chez Tids et maintenant de CTO et CPO de Swile. Swile qui est spécialisé dans la dématérialisation des tickets resto et pas que ça d'ailleurs. Et qui nous partagera justement son expérience, lui, en tant que leader technique, des problématiques de burn-out qu'il a pu rencontrer sur son chemin. Donc, pour ma part, je suis Nicolas Tricot, VP of Engineering de Paddock. On est une ESN spécialisée dans le déploiement de l'infrastructure cloud. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais juste vous rappeler deux petites choses avant de commencer. N'oubliez pas que vous avez un onglet Q&A sur le côté où vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance. Et en fait, vous pouvez également voter pour vos questions. Donc, ça permettra de les faire remonter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes. Et on les posera au fur et à mesure. Donc, n'hésitez vraiment pas à le renseigner. Et en fait, on posera aussi tout au long de ce meet-up différents sondages en fait, pour avoir un petit peu votre avis à vous sur comment vous êtes confronté à ça, vos problématiques dans ce moment. Donc, vous verrez, au fil de l'eau, n'hésitez pas à y répondre aussi, ça nous donnera de la matière à discussion. Enfin, à la fin du meet-up, si le temps nous le permet, si on arrive à faire tout ce qu'on a prévu, on vous proposera même éventuellement de monter sur scène pour partager éventuellement une expérience que vous auriez vécue. Donc, vous pourrez lever la main et on pourra vous inviter sur scène pour échanger en live. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je passe la parole à Noémie Guérin. Noémie, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce meet-up très intéressant sur la santé mentale et le management par le CARE. Je suis ravie de pouvoir vous présenter ça et merci d'avoir répondu présent sur cette thématique. Pour commencer, et puis pour vous donner une vision un peu globale de la façon dont on peut aborder les choses sur la thématique de la santé mentale au travail, j'ai décidé de prendre le sujet de manière systémique et de vous apporter une vision globale à 3 échelles. Regardez, peut-être au niveau de l'entreprise, ce que ça signifie, cette notion de care, cette notion de détection des signaux faibles et de santé mentale. Prendre une vision aussi propre au management, parce que c'était le sujet de base, manager par le care. Et puis enfin, regarder la vision plutôt individuelle des choses pour voir en quoi ça consiste pour soi et pourquoi c'est important aussi de regarder ces notions-là de signaux faibles pour nous afin de le mettre à disposition des autres. On est sur un univers et sur un secteur qui est le secteur de la tech. Il faut savoir que quand on parle de santé mentale au travail et de risques psychosociaux en règle générale, on ne parle pas de la même chose selon les domaines dans lesquels on va travailler puisqu'on n'est pas confronté au même quotidien. On n'est pas confronté à la même chose dans les différents métiers que l'on peut faire. Dans le monde de la tech, il y a une forte culture de l'innovation constante. Dans le monde de la tech, on peut avoir une vision avec des environnements, un environnement de travail ludique. Je ne vais pas rentrer dans le stéréotype tout de suite, mais voilà, avec un milieu dans lequel on va bosser qui est plutôt cool. Et puis, dans le milieu de la tech, il y a des histoires de succès fulgurants. C'est ça qui peut être l'image première qu'on peut avoir de ce domaine. Pour info, j'ai travaillé quelques années dans le domaine de la tech et sur le sujet de la santé mentale. Derrière tout ça, il y a une réalité qui peut être beaucoup moins séduisante. Celle d'un secteur qui peut aussi être touché par une santé mentale alarmante
Et ça va, des collaborateurs aux dirigeants, et sur des personnes de plus en plus jeunes, puisqu'il y a quelques années, on ne rencontrait pas de burn-out, personnes qui vivaient des burn-out à l'âge de 25 ans, par exemple. Qu'est-ce qui peut, nous alarmer déjà dans le secteur dans lequel dont on parle, dans lequel on peut travailler? Il y a différentes choses qu'on remarque, les journées de travail interminables, les to-do list à rallonge, la charge mentale qui peut être très, très importante, les sollicitations qui peuvent être multiples, par Slack, WhatsApp, enfin tous les canaux qu'on peut avoir aujourd'hui, par mail, par téléphone. La surcharge de travail parfois, la fatigue chronique, une pression forte, l'épuisement professionnel en règle générale. Bon, vous allez me dire que je dresse un tableau qui n'est pas forcément, très glorieux, heu, mais ça peut être un versant de ce qu'on peut vivre au quotidien et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pas pour se raconter, des jolies histoires, mais c'est pour, regarder la réalité en face. C'est pas tout le temps comme ça, bien entendu, mais ça peut être une, vision des choses et un versant de la réalité. Heu, le milieu de la tech, c'est un milieu où on doit être, toujours plus performant. Très fortement, lié d'ailleurs à ce secteur-là et ça peut créer un environnement toxique. C'est un milieu dans lequel le stress peut très vite devenir une constante et où chaque Slack, chaque notification, chaque réunion Zoom peut ajouter une couche supplémentaire justement à ce stress déjà bien présent. Ça s'appelle une dette émotionnelle et mentale et ça s'accumule et ignorer cette réalité, ça peut entraîner des problèmes sérieux jusqu'à l'épuisement professionnel comme on en parlait, voire jusqu'au burn-out. Donc mon intervention aujourd'hui et la proposition que je vous fais, c'est de regarder les choses d'une autre façon et de prendre un peu de recul sur la façon dont on peut, actuellement fonctionner. La première notion, c'est ce que je vous expliquais, c'était plutôt, la notion, large de l'entreprise et du paysage de la tech française et pour ça, aujourd'hui, j'ai pris deux notions importantes qui me semblaient intéressantes à soulever. Le premier, c'est la notion, du concept de la flexibilité, qui est fortement lié au domaine de la tech. C'est un peu l'atout piège. On va prendre comme exemple une étape critique dans le cycle de la vie de toute start-up, ou entreprise, technologique, c'est la phase du scale-up. On a réussi à valider le produit et le service, on a gagné quelques clients fidèles, on est prêt à monter en puissance. Les investisseurs, c'est bon, ils sont intéressés, tout le monde est gonflé à bloc et là, la notion de flexibilité entre comme un atout majeur, mais aussi faut faire très attention aux pièges potentiels. Je m'explique. On a trois voies à ce moment-là qui s'offrent à nous. On peut prendre la flexibilité comme un atout. À ce moment-là, l'agilité, quand même clairement, c'est le maître mot. L'environnement est dynamique, les changements sont rapides, les besoins évoluent en permanence et ça doit suivre. La flexibilité, elle va nous permettre de nous adapter, c'est saisir de nouvelles opportunités, et c'est répondre aux nouveaux défis et ça, c'est clair dans la tête, du codir, du COMEX et des managers. Cette adaptabilité, elle peut être, notre avantage concurrentiel, on en a tout à fait conscience et elle peut nous permettre de surmonter les obstacles, de faire la différence et de monter beaucoup plus rapidement que les entreprises établies avec des structures qui sont beaucoup plus rigides. Ça, c'est le côté atout. On est tous d'accord. Attention à la flexibilité comme piège. Cette même flexibilité, elle peut devenir un piège redoutable parce qu'elle peut amener à une absence de limite. Dans une quête d'adaptabilité, on peut se retrouver à travailler à toute heure, on peut avoir à dire oui à tout, on peut se retrouver à surcharger l'équipe et on peut aussi, clairement engager dans des projets et des promesses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. D'ailleurs, on fera le lien avec autre chose par rapport à ça juste après. Et c'est dans ce contexte exactement que le risque psychosocial, il s'intensifie. Le burn-out, c'est pas un danger lointain. Là, dans ce genre de contexte, ça devient, une potentialité, une possibilité réelle et imminente. On a la voie du milieu, c'est pas blanc ou noir. On peut concilier les 2 aspects de la flexibilité. C'est d'ailleurs quand même une bonne, nouvelle sur ce sujet, qui nous nourrit au quotidien dans le domaine de la tech. C'est crucial par contre d'établir des limites claires, de communiquer aussi efficacement au sein de l'équipe. Là, c'est là où c'est important d'avoir une gouvernance solide, une planification aussi minutieuse et ce qu'on intègre de plus en plus, de l'analyse d'impact sur, ce que les nouveaux projets, ce que les nouvelles étapes d'une boîte vont pouvoir avoir comme répercussion sur la santé mentale des salariés et comment on peut, vraiment venir en amont réfléchir à ça.
Ouais, en gros, agir aujourd'hui, pour éviter la crise de demain, quoi. La proactivité en santé mentale, c'est vraiment un luxe, c'est vraiment une nécessité, c'est pas un luxe. Je vous parle de scale-up, mais ça peut être, valable à plein de clés d'une structure. La fondation, la phase de croissance initiale, toutes les périodes de stabilisation, l'expansion à l'international et puis toutes les restrictions budgétaires. Voilà, toutes les phases qui vont nous demander, de l'agilité et des mutations en interne. Ensuite, il y a un deuxième concept clé, au-delà de la flexibilité, c'est tout ce qu'on appelle la culture du hustle, l'impact, sur la santé mentale de la productivité. Dans l'écosystème, de la tech, on va avoir ce mirage du bien-être qui peut, se matérialiser par des espaces de travail, avec baby-foot, piscine à balles, salle de sommeil. Je vous avais dit que j'arriverais dans les stéréotypes. Ça peut être aussi les avantages sociaux, dignes d'un club de vacances. Ça peut être l'ambiance entre potes avec la bière en fin de journée. Ça peut être, tout ce qui semble être conçu pour l'épanouissement des salariés. Ce sont des mesures qui font partie du métier qu'on a tous les jours, mais attention, parce que ça peut vite devenir un mirage quand on se retrouve confronté aux situations dont je viens de vous parler juste avant. S'ajoute à ça cette culture, cette hustle culture, cette mentalité du travail acharné et ininterrompu, qui est souvent présentée comme la clé d'une super productivité dans le monde des startups. Mais cette approche, elle a clairement un coût caché, exorbitant dans le domaine de la santé mentale. C'est aussi exactement ce qui nous emmène à avoir des personnes en face de nous qui peuvent vivre un burn-out. Puisque, aujourd'hui, cette culture, cette hustle culture, elle est vraiment directement liée au profil de personnes qu'on peut recruter. On va recruter des gens justement qui vont être là-dedans, qui, ne comptent pas leurs heures, qui vont être surinvestis. Or, ce sont des personnes qui peuvent, présenter, toutes les facettes des personnes qui peuvent se conduire à l'épuisement professionnel. Cette notion de cette culture, elle peut prendre plusieurs formes. Le fondateur de la start-up qui travaille 16 heures par jour et qui encourage ses employés à faire de même. L'usage intensif de phrases, inspirantes comme, «Dormir, c'est pour les faibles» ou, «Je dormirai quand je serai mort». Et tout ça, ça peut rapidement mener à l'épuisement. Ça peut aussi rapidement mener à l'isolement et à la détérioration de la qualité de vie en règle générale. Il y a un autre risque, c'est l'environnement toxique que ça peut créer, où ceux qui prennent du temps pour leur bien-être peuvent justement être considérés comme moins engagés et moins déterminés à réussir, alors que l'un n'empêche pas l'autre. Pour ne citer que ça, parce que clairement aujourd'hui, c'est aussi énormément générateur, à n'en plus finir, de plaintes devant l'inspection du travail et les tribunaux. Il y a cette dissonance, donc du coup, dans le domaine et dans l'entreprise, il peut y avoir cette dissonance entre l'image et la réalité qui peut générer un stress très important, où les salariés peuvent se trouver pris au piège d'une culture qui célèbre l'effort continu et à côté de ça, où on a plutôt l'image que, dans la communication, on valorise le bien-être, et la santé mentale des salariés, et où le message implicite peut être le suivant: «Si vous ne pouvez pas suivre, le problème, c'est que c'est vous». Voilà, cette notion, d'entreprise et de contexte dans lequel on peut se retrouver. La question à se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'au niveau, organisationnel, on est prêt à sacrifier le bien-être mental pour le succès et la réussite? Et sinon, comment on peut réaligner nos attentes et nos pratiques pour créer un environnement, de travail, véritablement sain? Une fois qu'on a vu ce côté organisationnel, il y a le côté plutôt axé management. Et pour comprendre la problématique de la santé mentale, il faut regarder le challenge que ça représente. Là, je vais essayer d'être, assez rapide et vous allez quand même, relativement, comprendre que ça fait écho à votre quotidien. Le manager aujourd'hui, il doit être recruteur, il doit recruter et recruter dans la tech, c'est pas trouver, uniquement des compétences techniques, c'est aussi trouver des personnes qui vont s'intégrer à la culture de l'entreprise et à l'équipe existante. Et lorsque le recrutement échoue, qui est-ce qui en paie les pots cassés? C'est le manager qui va devoir gérer les conséquences et qui va devoir gérer la charge de travail supplémentaire. Ensuite, il y a le manager et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a toute la transformation qu'on a sur ces sujets-là. L'IA, c'est plus qu'un buzzword dans l'industrie de la tech, c'est une réalité omniprésente aujourd'hui qui impose des défis et des opportunités qui sont constantes. Donc pour les managers, ça signifie une double exigence et garder l'équipe, à la pointe, de la compétence, tout en s'assurant que nous-mêmes, nos propres compétences ne deviennent pas obsolètes. Ensuite, le manager, il doit être garant de la cohésion et du bien-être.
C'est crucial, on le sait, une équipe soudée est plus productive, mais il y a un équilibre à trouver et pousser trop fort pour la productivité, ça peut, nous entraîner à sacrifier le bien-être et c'est un cercle vicieux et ça va nuire à la performance globale. Donc le manager, il doit être capable de naviguer entre tous ces pôles et ça, c'est un challenge immense qui pousse d'ailleurs certains à plus vouloir être manager, hein et je pense qu'on ne prend pas, la question dans le bon sens quand on en arrive là. Rajoutons à cela ce dont on est en train de parler aujourd'hui sur, vous devez être à même de détecter les signaux faibles d'une santé mentale, fragilisée dans les membres de votre équipe. Ça fait quand même beaucoup de poids qui repose sur les épaules des managers. Pour ça, je vous donnerai un ouvrage qui peut être intéressant de Ludovic, Giraudon sur les meilleurs, secrets des managers pour recruter et fidéliser l'équipe. Mais nous, on va se centrer sur une vision qui peut être apportée à ça, enfin une porte qui peut être apportée à ça, c'est le management par le care. Alors le management par le care, c'est quoi? C'est 3 notions. La première notion, c'est le self-care comme point de départ. C'est de dire: «Aujourd'hui, vous êtes manager, vous êtes un humain, en fait, comme les autres. Vous n'êtes pas super-héros et quand vous n'êtes pas à votre meilleur niveau, comment est-ce que vous pouvez espérer que votre équipe le soit?» Donc le self-care, c'est pas un luxe, c'est effectivement, comme on l'a dit juste avant, c'est une nécessité. C'est, des éléments qui incluent le fait de prendre soin de son sommeil, de considérer l'exercice physique, la méditation, la prise de temps libre, ce qu'on appelle les temps de ressourcement, pour vous-même, dans un premier temps. Se regarder soi avant de regarder les autres et ça, c'est montrer l'exemple et c'est incarner ce qu'on veut prôner. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a le team care. Ce que je fais pour moi, j'essaye de le diffuser dans l'équipe. Il s'agit de créer un environnement de travail où le bien-être mental de l'équipe, est quelque chose qui est priorisé. Ça peut être des check-ins réguliers, ça peut être des espaces ouverts pour la discussion, ça peut être des limites claires entre la vie pro et la vie perso, le droit à la déconnexion. Bref, on pourrait en citer plein. Et puis enfin, il y a le planet care. C'est cette notion de fédérer autour d'une vision. Un manager efficace, sait que pour motiver son équipe, il faut que, le bon salaire, ça suffit pas. Il faut une mission, il faut une vision qui transcende, le quotidien. Et là, le Planet Care, ça fait référence à cette vision plus large qui sert à fédérer l'équipe et à s'orienter vers la durabilité, l'équité sociale et toute autre notion qui donne un sens supplémentaire au travail effectué. Cécile Dejoux explique parfaitement ça. Je vous donnerai aussi la référence et elle parle, de ce management par le care. Elle va plus loin en expliquant comment on peut mettre tout ça en place. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'un manager qui va négliger sa propre santé, si on ne comprend pas que ça commence par nous, on risque de constater un turnover élevé, des niveaux de stress élevés et une baisse de la productivité sans comprendre pourquoi. Et dans le pire des cas, ça va mener à des situations de détresse psychologique. Donc, manager par le cœur, ça commence par une compréhension profonde que le bien-être personnel est intrinsèquement lié au succès de l'équipe et de l'entreprise. La troisième notion, et je vais essayer de faire rapide, c'est, les pistes d'action pour soi. On a vu l'organisationnel, on a vu le management et ensuite, il y a les pistes d'action personnellement. Comment on détecte les signaux faibles? Eh ben, déjà en s'auto-surveillant et en ayant une connaissance pour soi. Dans le rythme effréné de ce qu'on peut connaître, c'est facile, hein, d'ignorer les signaux d'alarme. On en a parlé en préparant ce temps d'échange. C'est très, très simple de se dire: «Ça n'arrive qu'aux autres». C'est très, très simple de se dire: «J'ai la sensation que ça va pas et que je fonce dans le mur», mais de se laisser foncer dans le mur. Et pourtant, on a la possibilité de prendre conscience et de s'auto-surveiller, en amont et d'identifier quelques signes avant-coureurs. Pour n'en citer que quelques-uns, on va avoir les changements d'humeur. Qu'est-ce qu'on peut constater? Je change d'humeur, je suis irritable, je supporte plus personne, ni au boulot, ni dans ma vie de tous les jours. J'ai des sautes d'humeur, je m'isole socialement, ça, l'isolement social. J'évite les interactions sociales avec les amis, avec les membres de ma famille. Je suis fatiguée, je manque d'énergie, je reviens de vacances, je suis déjà en revenant de vacances, je constate que j'en peux plus. Indépendamment du sommeil et du repos d'ailleurs. La baisse de la concentration, on se sent moins concentré, on n'arrive pas à faire des tâches même les plus simples. Toutes les perturbations du sommeil, je vous en ai parlé, tous les problèmes liés à l'appétit, l'anxiété accrue, sentiment d'inquiétude ou d'angoisse qu'on peut avoir sans raison apparente. Et puis, la baisse de la productivité. On se sent moins productif. On se sent, est moins productif tant au niveau de la vie perso qu'au niveau de la vie pro.
Et cette autosurveillance, elle va se faire, petit à petit en apprenant et en se formant sur ces signaux faibles. Et on peut avoir aussi des constats, hein, signaux faibles au niveau et signaux forts au niveau collectif. Le turnover, important, l'absentéisme croissant, la baisse de productivité dans les équipes, les erreurs fréquentes, les tensions, les conflits, tout l'isolement de certaines personnes. Tout ça, ce sont des signaux qui doivent aussi nous alerter sur le fait que peut-être que dans l'équipe, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 choses. On s'intéresse au climat de sécurité psychologique. Ça, c'est un concept de base qu'il faut investiguer. C'est un environnement où la sécurité psychologique, elle est priorisée. C'est un environnement où les employés se sentent à l'aise pour partager leurs idées, leurs préoccupations, leurs échecs, sans craindre des répercussions négatives sur leur carrière. Ça permet non seulement une meilleure collaboration, mais c'est aussi une façon de détecter, de façon plus précoce justement, cette santé mentale qui se dégrade puisque les gens peuvent s'exprimer sur le sujet. Comment on fait? Eh bien, on va encourager une communication ouverte et pour ça, on va organiser des réunions. Ça peut être le principe de l'analyse de pratique, ça peut être des groupes de travail. On met en place des mécanismes pour, que les personnes puissent parler des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et puis on forme les managers surtout. Et on forme pas juste les managers aux risques psychosociaux. On forme les managers à la santé mentale. Ça fera pas des managers, des assistants, une assistante sociale, des assistants sociaux ou des psychologues, hein. Mais aujourd'hui, former les managers sur ces sujets-là, c'est sur l'impact du management sur la santé, ça paraît essentiel. Et puis la deuxième notion, c'est se former en règle générale sur la santé mentale. Contrairement à la douleur physique, les symptômes de détresse mentale, on les a jamais appris à l'école. Par exemple, on sait aujourd'hui que quand, on a mal au genou ou quand on boite, on va voir un médecin. Mais, on n'a pas forcément compris que, quand on a des problématiques psychologiques, on doit aussi mettre en place certaines choses. Donc il faut intégrer les formations sur la santé mentale dans les programmes de formation continue et puis, en plus des formations sur les risques psychosociaux et puis essayer de déstigmatiser toutes ces notions autour de la psychiatrie, combattre les stigmates associés à la santé mentale et faire des séances de sensibilisation et des ateliers sur le sujet. Super, bah, merci Noémie, c'était super, complet et très intéressant de voir justement ces 3 niveaux un peu entreprise, équipe et personnel, parce que du coup, on voit bien que, sur ces 3 niveaux-là, en fait, on a vraiment un rôle de garder vraiment les yeux bien ouverts aussi et d'observer ce qui se passe et d'être attentif, en fait, aux humains qui sont autour de nous. Et on a du coup pas mal de questions qui sont arrivées dans l'intervalle et du coup, bah, je te propose la première qui est: est-ce qu'on a des chiffres de burn-out dans les startups françaises? Une question de Jérôme. Le burn-out, c'est une première notion, si je dois donner quelques le burn-out, c'est vraiment la spirale qui va conduire aujourd'hui, c'est un on l'utilise parce que c'est plus simple, on est en burn-out plutôt qu'en souffre d'anxiété et puis on a moins de connaissances par rapport à ça. Si on prend juste les stats de la santé, de comment se sentent les gens psychologiques, on parle de 40 à 45 des personnes qui, souffraient, de détresse psychologique ou de mal-être, dans les entreprises. Sur les startups en tant que telles, on n'a pas de stats, véritablement. Je pourrais vous envoyer, je m'appuie toujours sur des statistiques scientifiques et avec des enquêtes qui tiennent la route. Donc, je pourrais. Alan a fait des super études sur le sujet, sur lequel on peut se référer, le groupe Alan. Sur les startups en tant que telles, à part des baromètres, on n'a pas vraiment de statistiques fiables. D'accord. Et du coup, une deuxième question, tu l'as un petit peu abordée et c'est peut-être aussi quelque chose qu'Éric, enfin, donnera peut-être des exemples après dans ce qu'il nous expliquera, mais comment on peut mieux former justement les managers à ces risques psychosociaux? Alors déjà, en ne formant pas de sociaux et en se disant pas qu'une fois qu'ils sont formés aux risques psychosociaux, c'est bon. Les risques psychosociaux, c'est difficile à comprendre quand on ne comprend pas ce que c'est que la santé mentale. C'est-à-dire que les risques psychosociaux, c'est le professionnel, les violences en interne, les violences en externe. OK. Une fois que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a formé à ça, c'est bien, hein, on sait, on a compris qu'il y avait des choses auxquelles on fallait qu'on fasse attention. Moi, je prends souvent l'image de la pollution invisible. C'est-à-dire que quand il y a une source de pollution, il faut chercher d'où ça provient. Et il faut comprendre aussi les tenants et les aboutissants de toutes les ventes du sujet. Former à la santé mentale, c'est expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? C'est quoi les troubles psychiques? C'est quoi les signes et symptômes d'une
pression, c'est quoi les symptômes d'un trouble anxieux, c'est signes et symptômes du workaholisme, l'addiction, et clairement, pourquoi il faut qu'on évite ça. En fait, si on prenait un graphisme, la santé mentale et les troubles psychiques, c'est la base de ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi on parle des risques psychosociaux après. Mais parler des risques psychosociaux sans parler de pourquoi, bah, souvent, ça peut créer une certaine incompréhension ou en tout cas un manque d'ancrage du sujet. On peut améliorer en formant déjà sur la santé mentale avant de former sur les risques psychosociaux. Très clair. OK, merci beaucoup Noémie. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Eric justement qui va nous partager aussi, son expérience lui en tant que leader technique de ce qu'il a pu, croiser sur son chemin. Eric, le micro est à toi. Merci Nicolas et merci Noémie pour, c'était vraiment passionnant. Je pense que tu as abordé, c'était extrêmement dense et tu as vraiment mis le doigt sur beaucoup de choses, je pense, qui font écho, en tout cas qui font écho chez moi. Alors moi, je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas un médecin, je suis pas un spécialiste. Je suis peu formé, sur ces sujets, bien que je suis passé par des formations, je pense comme pas mal d'entre vous. Ce que je peux, si je suis là, c'est pour témoigner, je suis un élément, partie prenante du système, en tant que leader technique, en tant que manager et puis en tant qu'individu. Je peux essayer de témoigner de ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que vivent mes équipes et par ailleurs ce qu'on fait chez Swile aussi, pour essayer de se protéger de ça. Hem, no bullshit, je pense que première chose à dire, le burn-out est omniprésent dans l'industrie tech. En tout cas, voilà, ça fait une vingtaine d'années, que je suis là-dedans, professionnellement et je pense pouvoir dire et surtout au niveau managérial que, la principale menace d'un manager tech, c'est le burn-out et c'est malheureusement, je crois, trop courant. J'en discute avec des pairs, je le vois et je pense que la 1re chose à faire ensemble, c'est déjà se le dire, le constater, oser en parler et moi, c'est devenu un point de vigilance, extrême, pour moi et pour mes équipes parce que ça semble être assez fréquent cette histoire. Ça semble assez fréquent cette histoire et si je pousse les curseurs un peu loin et après je vais être un peu plus spécifique, je crois que l'un des rôles majeurs d'un leader tech aujourd'hui, c'est d'apprendre à se protéger lui-même pour pas exploser en vol et de protéger ses équipes. Finalement, c'est ce curseur, la performance technologique, la construction de plateformes, la construction de tech, tout ça. Le facteur limitant aujourd'hui, c'est notre santé physique et mentale. C'est ça, je pense que c'est une évidence. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on en parle. Moi, je suis quelqu'un, plutôt fragile, psychologiquement. Enfin, j'ai eu des phases d'anxiété fortes, dans ma vie. J'ai dû passer par, pas mal de phases psychologiques et donc je suis assez sensible à ça. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Hem, il faut qu'on en parle. Donc la 1re chose à faire, je pense, avec les équipes, en tout cas moi ce que j'essaie de m'appliquer à faire, c'est, alors de temps en temps proactivement en parler, quand je vois qu'il y a une écoute, en parlant de mon cas personnel, en disant que je peux frôler le burn-out de temps en temps, ou j'ai pu vivre des épisodes comme ça pour ouvrir la parole et essayer de mettre en place le fait que, bah, même un leader technique qui est censé porter beaucoup de choses sur ses épaules, bah, peut, être sensible à ça et en tout cas être, vigilant à ce point-là. Donc faire prendre conscience de ça et faire prendre conscience qu'on joue, dans un écosystème dans lequel finalement on a qu'une partie, on maîtrise qu'une partie des règles du jeu et y compris en tant que manager. C'est-à-dire que on a beau créer une relation de confiance et de proximité avec, son manager, on est dans un écosystème où il y a tout qui bouge. Il y a les investissements extérieurs, il y a l'écosystème financier, il y a les disruptions de marché et cetera et ce que j'essaye d'amener là comme concept, c'est que, l'entreprise, c'est un monde, particulier dans lequel à un moment donné des choses peuvent se passer, des rachats, des fusions, des scales, des downscales, des whatever, bah, qui font que la règle du jeu qu'on pensait être existante, finalement est remise en cause et donc je pense qu'il est essentiel d'apprendre à nos équipes et à nous-mêmes, à se protéger finalement, à apprendre à se protéger, c'est-à-dire, ne jamais se sacrifier, mettre les bonnes limites,
prendre conscience que l'entreprise, c'est pas une famille, c'est un environnement professionnel, et cetera. Donc apprendre à se protéger et je pense que la clé est là, tout sans se désengager. C'est-à-dire sans devenir cynique, sans, avoir une posture de désengagement, sans, finalement avoir une posture de passivité et c'est ça qui est super dur, je trouve à faire, c'est rester engagé, motivé, proactif, bienveillant, tout en se protégeant et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et Eric, tu disais tout à l'heure justement enfin, que tu surveillais beaucoup et que tu essayais de voir justement, toi-même, tu disais que tu avais pu frôler parfois le burn-out. Est-ce que tu arrives justement à avoir des petits indicateurs, pratiques où tu te dis: «Ah, si j'arrive à ça, pour moi, c'est que j'ai atteint ma limite»? Alors c'est difficile, hein, je pense que Noémie l'a bien dit en introduction, bah, déjà avec, les années passant, le physique, aide à comprendre aussi quand le mental va pas, c'est-à-dire que on le porte physiquement aussi quand ça va pas, donc ça c'est un déjà on est sur un signal fort. Mais disons que moi ce que je fais, c'est je suis assez radical maintenant sur l'environnement de protection, c'est-à-dire, les week-ends, c'est, sanctuarisé, pour moi et mes équipes. Les heures de travail, ça a l'air dingue, mais c'est sanctuarisé également. Je m'impose de mettre des schedulings sur les envois d'emails ou sur les envois de Slack, par exemple, pour ne jamais essayer d'interrompre, la zone off. Q Anecdote, quand j'ai démarré, même chez Swile, en interne, en exec, j'ai imposé aux execs de ne plus s'envoyer de messages pendant le week-end et c'est dur à faire, hein, parce qu'on est jugé, on est là pour, délivrer de la performance, il y a plein de choses à faire, on n'a jamais assez de temps et dire: «Bon les gars, moi je viens d'arriver, mais je vous préviens, le week-end je vous répondrai pas». C'est dur. Mais voilà, j'essaie de me protéger. J'essaie de me protéger et la forme que peut prendre un burn-out tel que moi je l'ai vécu en tout cas, alors j'ai jamais connu une rupture forte, mais quand même il y a d'autres formes de burn-out qui est finalement perdre de l'énergie progressivement. Heu, voilà, Noémie parlait tout à l'heure d'une sorte de dette, j'ai plus le mot exact, émotionnelle et les choses s'accumulent et on a l'impression que la charge mentale augmente, la productivité baisse, la proactivité baisse et cetera. Donc ça, ouais, ouais, j'ai été confronté et bah, faut j'ai pas de recette miracle. Mmh. Et toi, Nico? Bah, écoute, en vrai, j'ai un petit peu aussi je pense que j'ai aussi frôlé, un moment un petit peu de burn-out comme ça aussi et un peu par les mêmes symptômes, le côté un petit peu, baisse de motivation, manque d'énergie, le côté même effectivement physique où, des petits bobos qui apparaissent comme ça, que tu avais pas forcément avant, des choses comme ça et je pense que, moi j'avoue ce qui m'a un petit peu, enfin ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est plutôt des gens de l'extérieur qui m'ont partagé leur expérience. Donc j'espère que c'est aussi avec ce genre de meet-up que ça pourra faire évoluer les choses. Mais quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai fait un vrai burn-out et je me suis rendu compte que les signes avant-coureurs de ça, c'était bah, ces signaux-là, mais aussi par exemple le fait d'essayer un peu de s'auto-convaincre que tout va bien en fait. De se dire, mais attends, je comprends pas, en fait, dans les faits, ça se passe bien. Pourquoi ça génère un stress important? Enfin, il y a pas de raison en fait. Et en entendant ça, je me suis dit, ah, mais je suis peut-être un petit peu en train de faire ça. Et c'est effectivement des proches qui me voient au quotidien et qui m'ont dit: «Bah oui, en ce moment, on ne te sent pas, il y a quelque chose qui est différent. Bah, enfin, prends un peu de recul, mais on sent que tu vas pas bien, en fait». Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pas atteint peut-être un point de non-retour qui est de, à un moment donné, devoir faire une rupture nette et franche avec le boulot pour changer énormément de choses, pour pouvoir faire en sorte que ça bah, de prendre ce fameux recul, d'essayer de comprendre un peu ce qui pose problème et de faire un travail sur soi pour essayer de comprendre. Et dans mon cas précis, je pense que c'était un mélange, c'est pas que du pro, c'était un mélange de pro et de perso. Donc il y a forcément plein de choses à adresser et c'est pas simple d'adresser tout ça, il faut se faire un peu aider. Mais voilà quoi, en tout cas, c'est grâce à des signaux extérieurs et à des gens qui ont décrit comment c'était passé pour eux que j'ai pu peut-être éviter le pire, quoi. Très intéressant. Enfin, je pense que c'est dire, ça a été écrit dans le chat et je le partage et ça fait écho à ce qu'on est en train de se dire. De manière générale, seuls ceux qui arrivent à traiter ce problème-là peuvent faire une longue carrière dans la tech. Je pense qu'il faut vraiment faire gaffe et on est tous concernés par ça. En tant que manager, balayons, enfin, checkons les low hanging fruit, hein. Il faut pas s'en priver donc heu
jamais, communiquer hors des heures de travail, heu, être sensible aux vacances. Moi, je suis sensible aux vacances de mes équipes, autant qu'aux miennes d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on voit que à la fin de l'année, le mois de mai, les vacances sont accumulées pour certains, hein, on connaît l'histoire, hein. Moi, ça me fait un tilt pour l'année d'après pour être, vraiment m'assurer que tout le monde prend des vacances régulièrement, quitte à être un peu insistant de temps en temps. Hem, Moi, j'ai appris à m'imposer, des vacances toutes les 6 semaines. C'est une des conditions pour essayer de garder le rythme sur la durée. Hem, de manière générale, enfin, respecter l'espace, des individus et des équipes. On a tous, différents moments où le stress ou la vie personnelle ou fait qu'on est moins performant, ou on n'arrive pas à on dégrade de sa performance. Respecter ça et ne pas commencer à être pushy sur le sujet. Je pense que notre rôle de manager, c'est de respecter ça. Voilà, tous les low hanging fruit, le management b.a.-ba qu'on nous a appris, il est essentiel. Il faut vraiment cocher ces cases-là. Ça suffit pas, mais il faut le faire. Et du coup, Eric, justement, là, chez Swile, vous avez mis en place des petites choses. Tu parlais un petit peu du côté un peu ne pas de mail le week-end, et cetera. Est-ce qu'il y a des petits automatismes qu'on peut mettre en place facilement, qui peuvent nous aider un peu là-dedans pour, tu vois, aider un peu l'humain qui aura peut-être tendance à ne pas respecter ça? Alors, bon, je peux vous partager des choses qu'on fait chez Swell. Je ne sais pas si on est des bons élèves. On est soumis, comme tout le monde, à une forte croissance, blablabla. Donc, je vais vous présenter ce qu'on fait, on pourra en discuter. Donc, d'un point de vue entreprise, déjà, on essaye d'éviter les effets, systémiques, en tout cas les problèmes systémiques. Donc, on a beaucoup de soupapes qu'on peut déclencher en tant qu'employé pour essayer de lever des alertes. Bon, c'est pas suffisant, mais on sensibilise, on a formé tous les managers aux risques, socio-professionnels. Je parle d'une sensibilisation, hein, pas d'une formation, mais au moins de sensibiliser. Bon, je vais faire de la pub, désolé à un acteur de l'écosystème, c'était pas c'est on a beaucoup investi avec Allen Mind, c'est-à-dire sur des workshops de formation, mais aussi sur l'ouverture à l'ensemble des salariés à des sessions de coaching, slash accès à des psychologues. Donc il y a 6 séances de psy qui sont prises en charge, par la boîte, pour, les employés qui décideraient d'ouvrir une porte et de commencer à discuter de ces sujets-là à l'extérieur. J'ai sorti une stat là avant de on a 15 des employés qui ont déclenché ce système au moins une fois. D'accord. Donc, voilà, ça répond, je pense, enfin, la stat est importante. Ouais. Stat est importante. On se fait aider, via des acteurs comme Alan Mine et d'autres, hein, comme Noémie et comme d'autres, sur, des moments particuliers. Quand il y a, des événements un peu traumatisants dans l'entreprise, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un accident, voilà, enfin, la vie de l'entreprise, c'est aussi ça. Heu, heu, on fait appel à une aide extérieure pour faire des groupes de parole et essayer de faire passer ces étapes-là. De manière générale, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense qu'on peut aussi, se dire que, en tant que manager, on peut pas tout faire, on peut pas tout gérer, on peut pas porter toutes les casquettes et on peut essayer de déléguer, de se faire aider à l'extérieur sur ce genre d'activités qui sont des activités, spécialisées, et qui nécessitent une formation intense. Donc nous, on en abuse, si vous voulez, de ces aides-là. Et enfin, on a peut-être de manière un peu comme une soupape ultime, on a créé un programme qu'on appelle Speak Up en interne, qui est un programme de sensibilisation, à toutes sortes de risques et d'alertes qu'on pourrait lancer dans l'entreprise. Donc en rappelant les canaux de communication, en disant: «Voilà, si vous avez un problème de sécurité, un problème psychologique, physique et cetera, voici les canaux principaux à utiliser pour communiquer. Voici le process habituel, parlez-en avec votre manager, parlez-en avec les RH». Et si ça suffit pas, si vraiment, vous êtes dans un moment donné dans un système qui vous semble être, oppressant, on a mis en place un programme avec une plateforme extérieure qui s'appelle, Wizply, qui est un programme de lanceur d'alerte finalement, anonyme et via un canal comme ça, externe à l'entreprise, qui permet de remonter vraiment des choses graves, donc harcèlement, corruption, conflit d'intérêts,
fraude, et cetera, par un canal qui bypasse finalement, qui peut bypasser tout, quasiment tout l'écosystème de l'entreprise. Voilà. Super intéressant. Voilà. Donc ça, c'est quelques, j'allais dire, c'est quelques fondations, mais bon, ça suffit pas à traiter, ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, je pense. Non, non, exactement. Après, voilà, c'est je pense que dans ce genre de situation, on pose des briques un petit peu et c'est l'ensemble de tout ça qui va nous permettre à un moment donné de détecter les situations et d'agir. Mais il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait. Mais c'est déjà pas mal en vrai. Il y a pas mal de choses déjà. Je vais proposer à Noémie de remonter sur scène si elle veut. On a pas mal de questions qui ont été posées et je vous propose qu'on les prenne un petit peu dans l'ordre des votes. Et il y en a une, la première du coup, qui est que la santé mentale semble être extrêmement liée à la conduite du changement, qui est un process très peu maîtrisé et utilisé dans les boîtes tech. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, alors faut faire attention. Je suis d'accord avec le fait que la conduite du changement, c'est un processus qui, s'il est mal géré, va avoir un impact négatif considérable sur la santé mentale des employés, c'est indéniable. Les entreprises tech, à leur rythme d'un changement rapide, dû à l'innovation constante, elles peuvent être particulièrement vulnérables à ce problème. Par contre, sur les problématiques de santé mentale en règle générale, chacun, c'est ce que je disais en introduction, on va retrouver des spécificités dans chaque domaine. Par exemple, je vous prends un exemple pour être plus parlante. Si on prend l'exemple, on appelle ça le syndrome de l'hôtesse de l'air. Il y a des métiers qui sont dans le tertiaire, beaucoup en rapport avec le public, où l'exigence émotionnelle d'être toujours bien va aussi être un facteur très fort d'une fragilisation au niveau de la santé mentale. Parce qu'on doit toujours sourire, parce qu'on doit toujours aller bien, et ça ne laisse pas de place à ses propres émotions puisqu'on doit porter un masque au moment où on travaille. Donc ça peut être, en fait, chaque secteur va avoir sa particularité. Effectivement, la particularité du secteur de la tech, c'est cette innovation constante et ce besoin de flexibilité et d'adaptabilité. Ça va créer quoi? Ça va créer de l'incertitude, ça va créer de la complexité et des exigences qui vont être accrues liées aux périodes de changement, qui peuvent créer du stress, de l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale. Donc oui, si la conduite du changement n'est pas bien ancrée, et Eric le disait très bien, accompagner sur de nouveaux projets ou des tournants importants pour mesurer en amont l'impact que cela va avoir sur la santé mentale, c'est une mesure judicieuse à mettre en place. Et la communication claire aussi, on en a parlé en amont. Quand on recrute des gens dans la tech, il faut maintenant, je pense, expliquer que oui, on va avoir un environnement de travail cool, mais que le secteur demande, comme disait Eric, une certaine adaptation et certains attendus qu'il ne faut pas mettre de côté ou nier. Et puis, vu qu'on sait ça, un soutien approprié, une formation adéquate des managers qui peuvent réduire ou en tout cas prévenir les problématiques de santé mentale en interne. D'accord, on voit qu'il y a quand même que toujours un côté pas mal sur mesure, effectivement, qui dépend vraiment du contexte dans lequel on va vouloir agir, quoi, en fait. Donc, c'est très important. Une autre question aussi qui est de comment communiquer auprès de la hiérarchie ou du board quand les problèmes organisationnels ne prennent pas en compte la santé de l'équipe, notamment en cas de sursollicitation de la part du business. C'est un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure, Eric, quand tu avais dû un peu, en arrivant dans le COMEX, poser des hauts-là peut-être. Est-ce que tu as justement une expérience là-dessus? Comment ça s'est passé? Bon, ça s'est bien passé, il y a eu de l'écoute. Mais bon, la sursollicitation des sales, est omniprésente dans la tech. On connaît tous le problème, je je c'est un vrai problème. Hem, qu qu'est-ce que co comment on peut répondre à ça? Je le disais tout à l'heure, en fait, faut essayer de se protéger, tout en restant engagé. Enfin, tout en ne se désengageant pas. Donc la première chose à faire, c'est, je pense, du feedback. Faire du feedback une fois, 2 fois, faire des propositions, mettre en avant un problème et ne pas lâcher, sur le sujet, décider d'en parler, aller parler, au business, aller parler au management, aller parler au HR, aller parler. Une fois que ça c'est fait, si, vous êtes toujours en souffrance, par rapport à une situation, c'est là qu'il faut, je pense, accepter de débrayer et de se dire: «Bon, bah, l'entreprise, enfin, je suis pas lié à l'entreprise, j'ai besoin de me protéger avant tout, donc comment je fais pour me protéger moi dans cette situation?» sachant que l'environnement est agressif. Et après la solution elle peut être, enfin il y en a de toutes sortes. Mais en dernier lieu, on peut pas,
peut pas toujours faire changer l'écosystème, hein, même à haut niveau, même en étant board member, c'est difficile de faire changer l'écosystème. On est tous partie prenante de quelque chose qui est un peu plus grand que nous, donc revenir aux fondamentaux, se protéger soi-même, tout en restant engagé. Mon conseil. OK, bah, du coup, ouais, c'était, merci Ronnie pour ta question et effectivement, en plus, je pense que quand on parle de cette hiérarchie, elle peut être parfois justement elle-même impliquée aussi dans ça, donc ça peut être parfois difficile, mais au moins on a des pistes pour s'en sortir. Et Heu, Nico, ouais, tu disais quelque chose d'essentiel, peut-être qu'il faut... Allez, peut-être je m'aventure dans quelque chose de particulier, mais on l'a dit tout à l'heure, réussir dans cet écosystème assez, intense, c'est finalement apprendre à gérer ça. Et donc ce qu'on voit quand même dans nos boîtes, c'est que les dirigeants de manière générale semblent être plus, plus habitués et plus résilients, que la majeure partie des équipes à ce genre de sujet. Et donc c'est vrai que parfois l'écoute, elle est pas facile, quoi. mmh. Puisque, ceux qui réussissent ne voient pas forcément le problème. Bah, exactement et je pense qu'en plus, quand tu décris ça, enfin, j'ai vu des fondateurs d'entreprises qui passent énormément de temps au travail, mais pour eux, c'est leur bébé, c'est pas du travail, c'est juste que c'est un mélange, de leur vie personnelle et de leur vie pro parce que c'est un projet qu'ils portent depuis des années. Donc pour eux, la frontière entre perso et pro, elle est très floue et du coup, le rythme de travail qu'ils s'imposent eux-mêmes donne une exemplarité qui est pas bonne à suivre, mais en fait, pour eux, ils ne le perçoivent pas du tout de la même manière. Donc, oui, ça peut vraiment être très compliqué d'avoir ce genre de discussion parce que ils réalisent pas du tout la même chose en fait. Moi, j'ajouterais justement pour justement, appuyer vos propos, c'est le fait que c'est super important de sensibiliser les codires du coup. Alors moi, ma boîte s'appelle Santé du dirigeant, c'est pas pour rien. C'est Mm. parce qu'en fait, le constat, il a été le suivant, il a été de se dire: «On peut toujours faire des préventions, risques psychosociaux ou sur la santé mentale sur, les managers, les collaborateurs, si jamais, les dirigeants, ils ont pas capté l'intérêt de mettre ce genre de choses en place parce qu'ils sont parfois éloignés, comme vous venez de le dire, de la réalité de tout à chacun. En fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça peut être aussi pour les budgets qui peuvent être aussi alloués à la santé mentale. C'est-à-dire que si le codir n'est pas convaincu, souvent, ça rame, hein, dans le reste de la structure. Donc, il y a une vraie, importance à aller, sensibiliser, les directions sur le sujet et leur expliquer et pour ça, adapter le langage. Il faut utiliser un langage qui résonne avec le board et la hiérarchie. On va parler de capital humain, on va parler de productivité, d'efficacité, de durabilité, d'image employeur. On va pas utiliser les mêmes termes. Mais en tout cas, il faut avoir un vrai échange avec eux pour qu'ils comprennent et qu'ils soient aussi informés des choses et de la vision que tout le monde peut avoir à tous les niveaux de hiérarchie dans la structure. OK, j'en profite, je vous fais juste un petit update sur les sondages qu'on vous a fait, notamment pour la répartition. On vous a posé la question, en fait, de savoir dans combien de personnes, en fait, composaient vos sociétés. On a un petit plus sur les entreprises de 0 à 20 personnes, donc on voit que vous êtes un public de start-up aussi. Mais honnêtement, après, pour tous les autres types de boîtes, c'est assez équilibré, en fait et on a vraiment de tout. C'est assez entre 13 et 18% d'ailleurs, les personnes qui sont là. Donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment une thématique qui peut toucher tout le monde et avec la spécificité qu'on a évoquée sur les startups et l'énergie et le rythme qu'il peut y avoir dans ce type de structure. Et pour le coup aussi, il y avait une deuxième question qui était est-ce qu'en tant que leader, j'ai un rôle à jouer dans la prévention des risques? Vous avez répondu oui à 95%, donc ok, ça confirme bien ce qu'a pu décrire aussi Eric dans ce qu'il fait au quotidien, c'est qu'il y a vraiment une attention particulière à avoir sur ce sujet et c'est nos responsabilités, c'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs ou je ne sais quoi. On a Adriana aussi qui nous a posé une question sur comment est-ce qu'on peut détecter les entreprises qui font vraiment de la sécurité psychologique. Et alors, je pense, Adriana, que tu parles peut-être dans l'optique d'une embauche, enfin, peut-être d'observer une entreprise de l'extérieur pour savoir si ça vaut le coup de l'argent ou pas. Je fais ce postulat-là, en tout cas. Alors, est-ce qu'on a des moyens de détecter ces entreprises qui font vraiment de la sécurité psychologique? Est-ce qu'elles font appel au cabinet de Noémie? C'est peut-être ça la vraie réponse. Bon, allez, je donne un élément de réponse qui n'en est pas un. En fait, on parle de la communication des entreprises de manière générale. Je ne sais pas s'il y a il y a un washing il y a quoi? On a un risque socio-professionnel washing, Noémie, ça existe? Sûrement. Ouais, on a du santé mentale washing qui existe, sujet aussi. Ouais.
Bon, moi, je reviens à ma position habituelle qui est de se dire, il y a pas de mauvaise entreprise. Ça peut exister des contextes toxiques, mais de manière générale, il faut trouver chaussure à son pied. C'est-à-dire, faut s'écouter, faut écouter ses feelings en entretien et voir finalement si on sent qu'on est dans le bon environnement ou pas. Un environnement qui peut convenir à d'autres, peut ne pas me convenir et d'ailleurs, je crois que c'est une source de violence et ouais, de violence qui peut être assez important quand visiblement, je suis le seul à qui ça ne convient pas. Ou quand l'entreprise me montre: «Regardez, tout va bien, tout le monde va bien, pourquoi tu vas pas bien toi?» Bah, j'ai le droit de pas bien aller parce que ça me va pas quoi, donc je reviendrai au niveau individuel de ce qu'on ressent, quoi. Tout à fait, je pense qu'il faut Eric, il l'a soulevé à plusieurs reprises. C'est pas, si tu es pas content, tu t'en vas. C'est pas dans cette logique-là. C'est juste qu'il y a des contextes et des domaines dans lesquels on travaille qui correspondent plus ou moins à nos valeurs, à ce qu'on attend, au sens où on donne notre travail. Donc il y a déjà cette première réflexion, mais je sais pas si vous avez vu, il y a quand même, dans ma façon de percevoir les choses, beaucoup de réflexions qui vont déjà de se regarder soi-même avant de regarder la problématique, à l'extérieur. Ça veut pas dire que c'est nous le problème, rien, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que dans le management, par exemple, avant de regarder les signaux faibles d'une équipe, il faut savoir quels sont les signaux faibles d'une détresse psychologique chez nous-mêmes. C'est beaucoup trop simple et beaucoup trop confortable de regarder chez l'autre avant de regarder chez soi, en fait. Donc il y a déjà cette logique-là. Donc dans ce système-là, c'est la même chose. Peut-être déjà regarder effectivement si c'est l'ambiance globale où le bien-être et la santé mentale n'a pas été travaillé, auquel cas là, il y a quand même une responsabilité au niveau de l'employeur, ou si c'est le système qui ne nous convient pas. Après, je rajouterais quelque chose sur la détection des entreprises qui prennent véritablement le sujet au sérieux. Il y a des questions à poser. Maintenant, on peut se permettre, hein, en entretien d'embauche, d'aller demander certaines choses. Il y a toute une notion sur la culture de l'écoute. Est-ce que les dirigeants et les managers, ils encouragent les employés à s'exprimer? Est-ce qu'ils accueillent les feedbacks sans représailles? Est-ce qu'il y a déjà parlé de climat de sécurité psychologique? Qu'est-ce qui est fait pour le climat de sécurité psychologique en interne? Donc, vous verrez bien si la personne en face de vous vous regarde en faisant les gros yeux et en comprenant pas ce de quoi vous lui parlez, ou si jamais la personne elle est déjà sensibilisée au sujet. Est-ce que l'entreprise elle a une bonne communication interne? Ça, en règle générale, c'est un signe de sécurité psychologique. Est-ce que l'entreprise elle investit dans des formations spécifiques sur la santé mentale? Est-ce qu'il y a des enquêtes de fait sur le bien-être et la satisfaction des employés? Est-ce qu'il y a des politiques claires sur le sujet, le harcèlement, la discrimination? Bref, je vous donne quelques idées, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre de poser ces questions-là. Et si c'est important pour nous, et ça là, ça va rejoindre Eric, je vois que poser ces questions peut faire peur et mettre fin à un entretien. Mais en fait, si jamais ça fait peur, eh ben, ça sert à rien d'aller dans cette boîte-là, parce que si c'est important pour vous, il faut que la boîte, elle soit à l'aise avec ces questions-là. Si la boîte, elle n'est pas à l'aise avec ces questions-là et que pour vous, c'est un point vraiment important que ça soit pris en charge, eh ben, il faut faire matcher. Il ne faut pas se dire, je ne vais pas poser les questions parce que si jamais je pose ces questions-là, on va me regarder avec des gros yeux puis on va se demander pourquoi je pose ces questions-là. Si elle est à l'aise avec le sujet, il n'y aura pas de problème pour y répondre. Oui, je vois ta réaction, Ronnie, en disant que ça concerne peut-être 90% du marché, mais c'est peut-être sans doute effectivement ce qui explique pourquoi aussi c'est si compliqué et pourquoi ça touche autant de boîtes. Il y a vraiment, sans doute un état d'esprit à changer et aussi nous, peut-être en tant que candidat, le fait de poser ces questions-là, on va faire comprendre aussi aux entreprises que c'est un sujet qui préoccupe les gens et qu'il faut l'adresser et pas le glisser sous le tapis. Donc, ça peut être un. Je vais juste faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec l'interview récente du président, où il y a eu 20% de temps qui ont été passés à poser des questions sur la santé mentale et 40%, je pense, sur les risques, l'environnement et l'enjeu écologique. Et ben, si jamais on ne pose pas ces questions, la mentalité ne changera pas. C'est exactement ça. Si jamais on prend du temps pour changer nous-mêmes en tant que candidats et montrer que c'est une attente de la part de nous en tant que candidats, ça changera petit à petit les choses. Enfin, après, c'est une conviction personnelle. Et ça prendra sans doute un petit peu de temps aussi. On a une question aussi qui est: que faire lorsque sa santé mentale est mise en danger par un N+1 toxique? Car dans la plupart des cas, c'est moi qui risque d'être pénalisé, la personne, enfin le manager qui risque d'être pénalisé.
Et là, en fait, on sent effectivement que c'est le côté, si je dénonce ça, ça va me retomber dessus. Si j'en parle pas, bah, je vais subir. Enfin, voilà, c'est le côté un peu piégé de ce genre de situation. Noémie, tu sais répondre à cette question? Enfin, ça va me prendre un peu de temps et j'ai un impératif juste à 13 heures. Est-ce que C'est vrai. cette personne, je peux donner un lien et qu'on en discute peut-être un peu plus longuement en dehors de ce webinaire? Voilà, mon profil LinkedIn et la personne peut peut-être me contacter directement pour aller plus loin sur la question. Ça marche. Bah, merci Noémie, du coup, si tu dois y aller. Je dirais juste, ce que je pourrais peut-être recommander si la personne qui a posté ça, elle est vraiment dans cette situation-là actuellement, c'est que, il y a peut-être la possibilité, vous avez peut-être quand même une personne en charge des people, si c'est une petite structure, ou même une équipe RH, c'est peut-être juste de les contacter eux, déjà, en premier, parce que, bah, ils sont censés vous épauler dans ce genre de situation aussi, et peut-être que vous n'êtes pas le seul à remonter ce problème-là. Donc peut-être que le fait d'avoir encore une autre personne qui vient parler d'un manager toxique, bah, peut-être que ça peut commencer à faire bouger un peu les lignes. Pour l'avoir vu, c'est toujours un processus qui est assez long, parce que forcément, ça cible beaucoup sur une personne, et ça prend toujours beaucoup de temps de démêler ce qui s'est vraiment passé, et d'avancer. Mais ça aboutit. Et parfois, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que malheureusement, ça mettait tellement de temps que les personnes partaient, en fait, avant même que ça n'aboutisse. Mais ça aboutissait un jour. Mm. Mais voilà, ça peut être des processus très longs, quoi, en tout cas. J'ai mis le lien vers mon profil LinkedIn si la personne souhaite en discuter un peu plus et approfondir aussi la situation pour savoir médecin du travail, ça c'est certains services de santé du travail, RH, psychologue du travail, les préventeurs sur certaines structures. Enfin, il y a beaucoup de biais possibles, enfin, voilà, d'autres managers. Donc on peut pousser un peu plus le sujet et aller un peu plus profondément. Parfait. Merci à Merci tous. beaucoup, Noémie. Merci, Eric, aussi pour vos témoignages très, très précieux. Alors Noémie doit partir, mais si on peut continuer un petit peu la discussion, et vous pouvez aussi continuer la discussion entre vous sur la plateforme, en fait, sur les différentes tables de discussion qu'il y a à côté, selon votre disponibilité. On espère que vous avez passé un très bon moment. Vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction de la part de Techrox. Bah, n'hésitez pas à le remplir et à le compléter. C'est très précieux pour eux. Et petite info aussi, il y a un canal qui va être désormais ouvert sur le Slack de Techrox, qui s'appelle About-Care, qui va être dédié au retour d'expérience sur le sujet de la santé mentale, les bonnes pratiques, etc. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et bah, Noémie, l'autre Noémie, Noémie Coget, vous l'a dit en début, il y a le Summit Techrox le 7 et 8 décembre, qui est vraiment l'occasion de se rencontrer aussi en réel, et de partager plein de connaissances, toujours en mode no bullshit. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. Merci à tous, du coup, pour aujourd'hui, pour votre participation très active, et on se retrouve sur les tables de discussion.